Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tracker. Je suis Salim Nesba et je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Bourse du journal L'Écho. Cette semaine, il s'agit d'un Tracker Talk dédié aux banques centrales et à la manière dont elles agissent pour contrôler l'inflation. Le contexte géopolitique actuel, le tempérament tempétueux du président américain ou encore la hausse continue du prix de certaines matières premières sont autant de facteurs qui donnent du fil à retordre aux économistes et aux suiveurs attentifs de la politique monétaire des grandes banques centrales. Quelles sont les implications de ces décisions pour les investisseurs et les auditeurs de notre podcast? Sur quels facteurs les banques centrales se concentrent-elles pour prendre leurs décisions? Pourquoi l'inflation ne baisse plus de façon prononcée et pourquoi reste-t-elle très présente dans l'économie de la zone euro? Pour répondre à ces questions, nous avons invité l'économiste en chef de la banque CBC, Bernard Keppen, et mon collègue de la rédaction de l'Écho, Philippe Gallois. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour Salim. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose d'écouter Christine Lagarde, la présidente de la BCE. Elle s'exprimait au sortir de la dernière réunion de la Banque centrale européenne au début du mois de mars. J'en profite aussi pour préciser que nous enregistrons cette émission quelques heures avant la décision de la Fed pour ce même mois de mars. The Governing Council today decided to lower the three key ECB interest rates by 25 basis points. In particular, the decision to lower the deposit facility rate through which we steer the monetary policy stance, is based on our updated assessment of the inflation outlook, the dynamic of underlying inflation, and the strength of monetary policy transmission. We are determined to ensure that inflation stabilizes sustainably at our 2% medium-term target. Alors on l'entend, la présidente de la BCE évoque une baisse de 25 points de base. Première question, pourquoi la BCE ne baisse ses taux que graduellement et pas par coup de 0,50% par exemple? Alors la première raison, c'est qu'on est avec on le dit aujourd'hui, avec une inflation qui met énormément de temps à revenir vers l'objectif de la Banque centrale européenne. Et rappelons que cet objectif, c'est un taux de 2%. Et comme on dit un peu, les derniers kilomètres sont les plus compliqués à atteindre. Et ça, c'est la première raison pour laquelle la Banque centrale européenne n'agit que par step de 0,25. Il y a une deuxième raison, c'est que les banques centrales sont perdues, de façon un peu globale et générale. Depuis la crise Covid, on se rend compte qu'effectivement, la politique monétaire, l'impact de la politique monétaire dans l'économie réelle, met beaucoup plus de temps à s'impacter que dans le passé. Et ça, c'est un phénomène très récent dont les banques centrales doivent tenir compte aujourd'hui. Alors Philippe, tu suis les décisions de politique monétaire des grandes banques centrales pour le journal L'Écho. Est-ce que c'est un constat que tu partages? Si on prend cet horizon de 5 ans, qu'on est un petit peu en train de célébrer aujourd'hui en disant que ça fait 5 ans qu'on avait été mis sous cloche à l'époque du Covid, est-ce que sur ces 5 ans, tu sens que ça a évolué en dents de scie comme ça? Oui, on est passé dans un monde tout à fait différent avec ce retour en force de l'inflation après la reprise qui a suivi la période du Covid. Et actuellement, on est vraiment dans une situation où il y a encore énormément d'incertitudes. D'ailleurs, récemment, Luis de Guindos, le vice-président de la Banque centrale européenne, a quand même déclaré que l'incertitude était maintenant encore plus élevée que ce qu'elle n'était au moment de la pandémie. Donc c'est quand même assez significatif. Ça montre bien que pour les banques centrales, effectivement, on est dans une période tout à fait déconcertante où c'est très difficile de voir à plus long terme. Et d'ailleurs, ça fait déjà quelques années maintenant que ce qu'on appelle les forward guidance ont été abandonnés par les banquiers centraux et qu'ils déterminent leur politique réunion après réunion, comme ils aiment à le rappeler. Donc ça montre qu'ils veulent être réactifs, oui, mais ils ne veulent pas non plus tirer des plans sur la comète et donc être très prudents pour la suite des événements. Alors aujourd'hui, on va prendre un petit peu de recul. On va d'abord se concentrer sur la zone euro, sur la BCE. Monsieur Keppen, vous disiez que les facteurs étaient nombreux et intéressants à détailler. On pense aussi à la composition de notre économie ici en zone euro où le secteur des services est prépondérant. Quel est l'impact pour la BCE, par exemple? Alors l'impact pour la BCE, et je vais revenir sur ma réflexion, il est ressorti d'une étude de la Banque centrale européenne que quand on a une économie de services, on a une économie qui réagit beaucoup moins
à la hausse ou à une baisse des taux d'intérêt de la part d'une banque centrale. Donc ils ont établi vraiment une étude assez fouillée en disant si on a une hausse des taux de 0,25 de la part de la Banque centrale européenne, le secteur manufacturier de l'industrie va être impacté dans l'année qui suit la décision, et ça va être un impact d'à peu près chute de 1% de la valeur de ce secteur. Par contre, le secteur des services ne va être impacté que dans la deuxième année après la décision, et la baisse de perte de valeur ne sera que de 0,60%. Donc, plus on a une économie de services, moins on a une économie qui est réactive à la baisse ou à la hausse des taux d'intérêt. Ce qui est évidemment embêtant pour une banque centrale. Elle perd cette latitude de pouvoir agir rapidement. On sait très bien qu'une banque centrale doit toujours anticiper l'évolution de l'inflation à la hausse ou à la baisse. Mais si en plus de ça, c'est déjà compliqué de l'anticiper, mais si en plus de ça, j'ai une politique monétaire qui n'a qu'un effet beaucoup plus retardé dans le temps, ça rend cette position beaucoup plus compliquée. Le deuxième élément, c'est clairement qu'on s'est rendu compte, après la crise Covid, que la pression de l'inflation, elle est venue essentiellement du secteur des services. On est une économie de services et donc cet impact-là a été beaucoup plus marqué, beaucoup plus présent. Et d'ailleurs, on le voit bien, la Banque centrale européenne, dans ses commentaires, elle parle toujours l'évolution de l'inflation. Oui, elle évolue bien, mais il y a le secteur des services qui nous préoccupe. Et deuxième point important, c'est l'évolution des salaires. Parce que cet élément-là aussi est un élément totalement nouveau, parce qu'on a eu la crise Covid, on a eu la guerre en Ukraine, et on a eu la hausse des prix et de l'inflation, mais on n'a pas eu, parce que tout le monde n'est pas la Belgique et on n'a pas l'indexation des salaires, donc tout le monde n'a pas eu cette indexation des salaires dans les autres pays européens. Donc on a eu un effet de retard en termes de négociation salariale, qui a eu un impact inflationniste, un deuxième impact inflationniste qui s'est répercuté en 2023, dont la Banque centrale européenne s'est énormément inquiétée, parce qu'on était à des niveaux qui étaient largement au-dessus de son objectif. On voit, c'est vrai que les salaires négociés sont quelque chose que la Banque centrale européenne suit très près. Elle a des indicateurs déterminés encore récemment qui sont vraiment très très surveillés. Et donc, en fonction de ça, évidemment, elle considère que le combat n'est pas encore gagné contre l'inflation. Mais en même temps, il y a une confiance dans les membres de la Banque centrale européenne qu'ils vont y parvenir. Donc, quelque part, ces nouveaux instruments de surveillance de l'évolution des prix, notamment via les salaires, lui donnent plus d'assurance que les choses évoluent encore dans le bon sens actuellement. C'est pour ça que elle continue à baisser ses taux, d'ailleurs. On considère qu'ils sont encore à un niveau restrictif et qu'il faut les ramener progressivement vers un niveau neutre. Et voilà, donc là, on pense que ça va continuer dans ce sens-là, en tout cas dans les mois qui viennent, sauf surprise. Donc actuellement, je crois que les marchés attendent encore, dans le courant de l'année, 2 autres baisses de taux de la BCE pour revenir vers 2% contre 2,5% actuellement pour le taux de dépôt. Alors, moi qui vois Philippe souvent travailler, je le vois souvent regarder le marché obligataire et être beaucoup plus présent quand il y a des grands scrutins électoraux. On a eu récemment un grand scrutin en Allemagne et Bernard Keppen, vous disiez que tous les pays n'étaient pas la Belgique avec une indexation automatique. Là, on voit qu'il y a un paquet de mesures qui vont être votées au niveau allemand, au niveau du Parlement européen aussi. Ces changements législatifs, quels sont leurs impacts sur la politique monétaire des banques centrales et, in fine, quels sont leurs impacts sur les investisseurs, les investisseuses qui nous écoutent et à qui on dit souvent, bah oui, mais informez-vous, ayez conscience que le monde bouge, que d'une élection à une autre, c'est peut-être une direction qui change et qui peut impacter vos placements. Alors, ce qui est en train de se passer en Allemagne, et un peu secondairement, mais c'est pas si secondaire que ça au niveau de l'Europe, mais surtout au niveau de l'Allemagne, c'est quand même un changement fondamental de paradigme, parce qu'on va abandonner a priori, on va abandonner ce fameux frein à l'endettement. Il faut quand même savoir que la situation économique en Allemagne exigeait clairement une batterie de mesures en termes d'investissement, et que le frein à l'endettement, il dit bien son nom, c'est un véritable frein à l'endettement, et c'était surtout un frein à l'économie allemande. Donc les changements qui sont annoncés sont fondamentaux, et alors c'est intéressant parce que Christine Lagarde, lors de sa dernière conférence de presse, a mis en avant plutôt les risques inflationnistes de ces différents programmes que l'impact positif en termes de croissance. Parce que si inéluctablement j'ai l'Allemagne qui met en place ce plan, plus les plans de réarmement au niveau européen, ça va booster la croissance au niveau de l'Europe. Donc oui, effectivement, ça aura un impact inflationniste.
assez étonnamment, dans un premier temps, Christine Lagarde a vraiment insisté sur le côté inflationniste et pas du tout sur ce côté croissance. Donc ça change fondamentalement la donne parce qu'on était dans un scénario, Philippe Gallo l'a dit, dans un scénario plutôt tendance à dire la Banque Centrale Européenne a encore de la marge de manœuvre pour baisser ses taux, avec un énorme débat sur ce que c'est le taux neutre, parce que là, il y a un vrai questionnement, on pourrait y prendre 2 secondes. Donc, aujourd'hui, ce scénario, il est remis en question. Pourquoi ? Parce que si effectivement, j'ai 500 milliards ou même plus qui est mis sur la table par l'Allemagne, ça va booster la croissance en 2026, mais donc ça a un risque inflationniste. Est-ce que la Banque Centrale Européenne peut prendre le risque à ce moment-là de baisser ses taux aujourd'hui, en sachant que d'ici 9 mois ou même pas, je pourrais avoir des tensions de nouveau sur l'inflation, vu ce délai dont je parlais tout à l'heure, de l'impact de la politique monétaire. Alors on est aujourd'hui dans un scénario où dire, eh bien la BCE va peut-être faire une pause en avril, et attendre de voir un petit peu comment va évoluer la situation, parce qu'elle doit tenir compte d'un deuxième élément, c'est la guerre commerciale, qui, elle, par contre, est négatif, et pourrait aussi ou pas avoir un impact inflationniste. D'où la difficulté de la position de la Banque centrale. Mais donc oui, effectivement, si je ne tiens pas compte de ces annonces aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi la BCE pourrait, à un moment donné, rester stable et avoir un statu quo en avril, et prendre peut-être plus de temps pour baisser ses taux. Donc on doit absolument intégrer ces nouveaux éléments. Ça va être un changement, ça risque d'être un changement fondamental pour l'Europe. Et alors, si on reprend cette lunette de 5 ans, Philippe, on se rend compte que ces 5 dernières années, ça a été un peu dans tous les sens. Des moments où on voit les banques centrales plutôt agir en augmentant les taux, puis en les rabaissant. Ceci explique cela. Oui, bah c'est simplement ça montre la réactivité des banques centrales. Ça montre qu'elles veulent être, sur la balle dès qu'il y a des changements majeurs dans l'économie, comme au moment de la pandémie. Mais c'est intéressant de noter que les banques centrales, dont la BCE, sont attentives à l'impact potentiel de mesures politiques, de mesures budgétaires, depuis toujours finalement. On l'a vu au moment de la pandémie, quand les États sont intervenus massivement pour soutenir l'économie, notamment via des aides aux particuliers pour leurs factures énergétiques, etc. La Banque Centrale Européenne était derrière pour dire « Attention, ne surdimensionnez pas vos aides, sinon nous allons devoir intervenir plus fermement face à l'inflation ». Et donc, elles sont attentives à ces aspects-là, et elles le sont encore actuellement. Elles le rappellent simplement, ce qui est normal, et c'est une bonne chose finalement. Je vais peut-être rajouter un point, parce que je n'ai pas répondu à l'entièreté de la question, parce que l'impact de ce plan, c'est une forte hausse des taux d'intérêt obligataires, en particulier en Allemagne. Et alors, c'est là aussi le côté très paradoxal de la situation, que parfois les gens ont du mal à comprendre. Pourquoi est-ce que mes taux longs montent alors que j'ai une banque centrale qui me dit qu'elle va baisser ses taux d'intérêt parce qu'elle veut relancer l'économie ? Donc je suis dans une situation extrêmement paradoxale, mais qui est logique parce que si les États ont besoin d'emprunter, ils vont devoir emprunter, que ce soit pour le programme européen, mais l'Allemagne aussi, inéluctablement, j'ai une tension sur les taux d'intérêt obligataires, même si la Banque centrale continue à baisser ses taux. Et donc c'est aussi un peu frustrant pour une banque centrale en se disant, moi je suis en train de mettre en place un programme pour baisser les taux, pour relancer l'économie, je peux me le permettre parce que l'inflation est revenue, ou approche en tout cas de mon objectif, et là tout d'un coup, la décision politique me met un peu dans une position de porte-à-faux. Et alors, autre décision qu'on attend impatiemment, c'est la résolution du conflit entre l'Ukraine et la Russie, qui a eu un gros impact sur les prix de l'énergie. Est-ce que à ce niveau-là, il y a des choses qui risquent de changer dans une bonne direction pour j'espère d'abord que ce règlement de ce conflit va passer sur le dos de l'Ukraine et le dos des Européens. Ça, c'est ma première réflexion. La deuxième réflexion, clairement, on ne peut que se réjouir d'un cessez-le-feu et d'un arrêt de ce massacre auquel on assiste. Maintenant, c'est plutôt globalement une bonne nouvelle pour l'Europe. Imaginons le scénario positif, on a un accord de paix solide, qui a de la consistance, et donc l'Europe participe à la reconstruction de l'Ukraine. C'est un complément de croissance en plus, avec le plan dont on vient de parler. Donc ça veut dire des risques inflationnistes importants, même si j'ai une baisse des prix des matières premières, pétrole et gaz, et encore, pas nécessairement dans un premier temps, parce qu'on ne va pas lever les sanctions contre la Russie dans un premier temps. Donc c'est plutôt un élément boostant positif pour l'économie, mais donc un petit peu inflationniste. On peut se réjouir de la chose, parce qu'on sera dans un contexte qui sera plus facile globalement. Ça n'empêchera pas des tensions sur les autres matières premières, parce qu'on en aura besoin pour la reconstruction. Donc il faut tout nuancer, évidemment.
Tiens, et vous êtes attentif aussi, je pense, à l'évolution des prix des matières premières agricoles. L'Ukraine étant quand même un gros producteur dans ce domaine-là, est-ce qu'il y a aussi des conséquences potentielles avec là plutôt des baisses on le voit effectivement sur le prix du blé, donc matières premières agricoles, vraiment le blé, on voit déjà clairement une baisse des prix. Maintenant, il faut être clair aussi qu'on dépend énormément maintenant des conditions météorologiques dans lesquelles on évolue. On l'a vu sur le café, sur le cacao, ce sont deux matières premières qui ont été vraiment impactées par les conditions météorologiques. Mais sur le blé aujourd'hui, on a plutôt une tendance positive au niveau météorologique aux États-Unis. Et la résolution du conflit, évidemment, sera un élément qui permettrait d'avoir une baisse du prix du blé. Alors c'est une bonne nouvelle pour une partie des agriculteurs, c'est une mauvaise nouvelle pour une autre partie. Donc il faut toujours nuancer l'impact. Mais c'est vrai que ça pourrait jouer, évidemment. On passe à présent aux États-Unis et je vous le rappelle, cette émission est enregistrée juste avant la décision de la Banque centrale américaine, ou plutôt une non-décision, puisque tout le marché s'attend à une pause aussi dans la baisse de ces taux. Les investisseurs se concentreront sur toute indication concernant la date d'une prochaine baisse. Les signaux, à notre connaissance, indiquent que le mois de juin pourrait être le bon moment si on reste sur un scénario de 3 réductions prévues jusque fin 2025. Mais je vous le disais dans l'introduction du podcast, les craintes des conséquences inflationnistes des politiques de l'administration Trump brouillent les pistes. Même Tesla, dont le CEO fait partie de l'administration Trump, a prévenu ses clients que le prix de ses voitures risquait d'augmenter avec l'application de tarifs douaniers sur certains produits. Alors, question toute simple, dans quelle mesure le contexte politique américain influence-t-il la Banque centrale américaine ? Bernard, votre confrère de chez JP Morgan, l'économiste en chef, a d'ores et déjà prévenu que l'attractivité des États-Unis en termes d'investissement risque de diminuer durablement avec les politiques annoncées par Donald Trump. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même surpris de la vitesse à laquelle l'économie américaine se dégrade. Ça, c'est vraiment, moi, ça m'étonne vraiment et je pense que c'est un peu le constat général des économistes aujourd'hui. On a encore eu les indicateurs de confiance qui ont été publiés par l'Université de Michigan vendredi. On a une chute vertigineuse de ces confiances et surtout, on a une forte hausse des anticipations d'inflation. Alors, je sais qu'il y a toujours un décalage entre la confiance des consommateurs, leur anticipation d'inflation et leurs vraies dépenses. La confiance, finalement, c'est tellement subjectif et dans les faits, finalement, il ne change rien dans leurs habitudes de consommation. Mais n'empêche, cette baisse de la confiance, on la voit aussi au niveau des entreprises. On a eu un indicateur des petites et moyennes entreprises qui ont véritablement aussi connu une chute importante. Et aussi les entreprises qui, clairement, indiquent qu'elles vont refléter, répercuter la hausse des prix dans les mois qui viennent. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour la Banque centrale américaine, mais alors Paul a été très clair lors de sa dernière intervention qui date d'il y a une semaine. Il a dit, écoutez, dans le contexte actuel, j'ai un marché de l'emploi qui reste solide. On n'a pas encore les mesures d'Elon Musk, on va voir ce que ça va donner au mois de mars. Donc c'est encore trop tôt pour bouger les taux, pour baisser les taux d'intérêt. Et il faut aussi se dire, est-ce que, et c'est la grande inconnue, et aujourd'hui les banques centrales sont aussi perdues que nous, est-ce que c'est un impact qui va être temporaire en termes d'inflation, ou est-ce que ça va être un impact qui va être véritablement durable ? Aujourd'hui, on n'a pas de réponse à cette question. A priori, si on se base sur le premier mandat de Trump, c'était temporaire. À part que le contexte n'est plus du tout le même. Qu'en plus de ça, les annonces de Trump ne sont pas les mêmes. Et puis là, on est avec tout et son contraire en permanence. Donc ça complète totalement la donne pour la Banque centrale. Donc je comprends son statu quo aujourd'hui. Et il faudra voir, c'est vraiment les propos que va tenir Powell lors de cette conférence de presse qui vont être essentiels. A priori, aujourd'hui, elle est plutôt dans une position prudente, ce qui ne fait pas les affaires de Trump, puisque lui, il veut absolument faire baisser les taux d'intérêt. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'aux États-Unis, finalement, le principal moteur de l'économie, c'est la consommation. Donc effectivement, comme Bernard Keppen le dit, quand on voit la confiance du consommateur qui plonge comme ça, il y a des inquiétudes qui font surface. Et en fait, le consommateur américain, il ne fait que réagir à ce qu'il constate au quotidien. C'est-à-dire, depuis que Trump a annoncé des droits de douane sur les importations canadiennes, eh bien, on constate que les produits d'origine pétrolière qui viennent du Canada, parce que les États-Unis apportent énormément de matières premières énergétiques du Canada, eh bien, ces prix vont augmenter. On s'attend à des augmentations de style de 20 cents par gallon. Alors, aux États-Unis, chez nous, ça paraît peut-être insignifiant, 20 cents de hausse, mais aux États-Unis, pour le portefeuille du consommateur américain, c'est quelque chose d'important qui impacte immédiatement sa capacité de consommer. Et donc, le consommateur voit ça, il s'inquiète. Et
évidemment, il y a des attentes en matière d'inflation qui partent très fort à la hausse et qui vont sans doute justifier que la Fed se montre probablement encore plus prudente, en tout cas dans son discours. Donc, on verra ce qu'il en sera. On ne va pas mettre de l'huile sur le feu de ce point de vue-là. On voit que sur les marchés actions, notamment, les investisseurs ont déjà un peu marqué des choix forts. Que fin 2024, on nous disait rester concentré sur les marchés américains. Et aujourd'hui, on voit une différence entre l'évolution européenne qui est plutôt positive et le stock, le S&P 500, qui perd du terrain. Oui, alors ça c'est intéressant parce que certains se disent que finalement ce qui pourrait faire un véritable contre-pouvoir à Trump dans ses intentions de taxer à tout va, ce serait peut-être les marchés. Alors on a entendu Scott Bessent qui disait récemment qu'une correction c'était sain, mais on pense bien qu'il ne va pas laisser faire n'importe quoi au niveau des marchés et qu'à un moment, s'il va trop loin, il sera obligé de faire marche arrière si ça se passe mal à Wall Street. On a quand même vu récemment aussi que Tesla, en tout cas la société Tesla, a écrit à la Maison Blanche pour se plaindre des conséquences sur ses prix des taxes édictées par l'administration Trump. Tout ça sous le couvert de l'anonymat pour éviter des licenciements parce que le patron Elon Musk est à côté de Donald Trump. Donc c'est assez amusant et intéressant de voir cette situation-là. Et donc on se dit que voilà, Trump a des idées, veut les appliquer, mais si ça ne se passe pas comme prévu ou si ça se passe mal au niveau de l'économie américaine, eh bien, la pression des marchés pourrait en tout cas quelque part adoucir un peu les mesures qu'il compte adopter. Et réconforter l'Europe dans certains choix de réinvestir dans son industrie, réinvestir dans ses propres entreprises. Mais je pense que l'Europe, elle a une opportunité aujourd'hui. D'abord, elle a une nécessité de se réindustrialiser et puis de créer cette fameuse défense européenne qu'on attend depuis longtemps. Mais c'est une vraie opportunité pour l'Europe et c'est aussi peut-être un effet de levier qu'on peut avoir, c'est que ces capitaux européens ne financent plus l'économie américaine, mais financent l'économie européenne. Et c'est clair que ça pourrait être aussi un deuxième effet de levier contre la politique de Trump. C'est à partir du moment où s'il voit les capitaux ne plus traverser l'Atlantique et ne plus aller soutenir les valeurs technologiques aux États-Unis, mais soutenir les valeurs de défense en Europe, ce serait un beau pied de nez et ce serait peut-être aussi une façon de lui rappeler la nécessité d'avoir des relations un peu plus apaisées. Et autre conséquence de tout ça aussi pour nous, Européens, c'est l'évolution du cours de l'euro face au dollar, qui est très importante pour nous, avec les matières premières que nous importons et qui sont libellées en dollars. Et là, on a vu récemment que l'euro est fort reparti à la hausse. Donc voilà, tout ça peut évoluer très vite. On a eu des mouvements sur le marché d'échange qui ont été assez brutaux ces dernières semaines, ces derniers mois. Et donc, d'où l'intérêt de suivre de très près cette évolution des politiques monétaires. Alors on passe à la dernière partie de ce podcast, la question des trackers de l'écho, notre communauté d'investisseurs qui nous suit sur les réseaux sociaux. Régulièrement, nous demandons à nos invités de poser une question à destination de nos auditeurs et de cette communauté. Et dans les Tracker Talk, nous tentons de répondre à certaines de ces questions, comme celle que nous a posée Julia. On écoute sa question. Bonjour Monsieur Keppen, Monsieur Gallois. J'aimerais demander aux trackers de l'écho pourquoi quand la BCE et la Fed prennent des décisions, on ne voit pas les mêmes mouvements sur les marchés que lorsque c'est la Banque du Brésil ou peut-être celle de la Turquie qui prennent des décisions et pourquoi ça ne crée pas la même inflation. Merci. C'est la conséquence de la taille des économies, évidemment. Les États-Unis, première économie mondiale, la zone euro, économie tout aussi mammouth que celle des Américains. Donc, quand une banque centrale de cette importance prend une décision, eh bien, ça a des répercussions qui vont bien au-delà de la simple économie du pays concerné. Ça impacte tous les pays partenaires, etc. Donc il y a des répercussions qui se font par ce biais-là. Donc ça explique que ces banques centrales-là sont suivies de beaucoup plus près que des banques centrales plus modestes, on va dire, qui ont certainement un impact fort sur leur économie nationale, mais dont les décisions ont moins d'impact à l'international, évidemment. On peut juste peut-être dire qu'il y a de temps en temps une exception, comme la Banque du Japon, quand elle est intervenue l'année passée, au mois de fin juillet l'année passée, elle a quand même provoqué pas mal de mouvements et sur les marchés boursiers, et sur les marchés obligataires, et sur les devises. Donc,
effectivement, comme le dit Philippe Gallois, c'est clair que, vu la taille des économies des États-Unis et de l'Europe, c'est eux qui déterminent un peu les flux essentiels. Mais de temps en temps, une décision d'une banque centrale, un peu plus petite entre guillemets, peut quand même avoir des impacts sur les marchés. Mais clairement, dans les salles de marché, les économistes et les journalistes économiques, qu'est-ce qui suivent? La décision de la Banque centrale américaine et européenne, essentiellement. Un petit peu maintenant la Banque du Japon, parce qu'on est dans une situation un peu particulière. Mais sinon, effectivement, ça a peu d'impact. On sent aussi que Christine Lagarde, Jérôme Powell ont une communication millimétrée, doivent communiquer avec des collègues qui parfois aussi prennent la parole. Et c'est souvent à ces occasions-là, dans une optique un peu d'anticipation, que les marchés surréagissent. En général, au sortir d'une conférence de presse après une décision sur les taux de la BCE ou de la Fed, les mouvements sont plus calmes parce qu'anticipés. Oui, mais comme l'a dit très justement Philippe Gallois tout à l'heure, on n'est plus dans cette politique qui était la forward guidance, donc c'est-à-dire cette politique où les banques centrales donnaient à l'avance finalement leurs décisions. Aujourd'hui, le seul message qu'elles font passer, c'est on décide réunion après réunion, on est dépendant des données. Donc, on sait très bien qu'on n'a aucune information avant la réunion. Et donc, on va attacher énormément d'importance à toutes les déclarations des membres de la Banque centrale européenne ou de la Banque centrale américaine. C'était pas du tout le cas avant. Donc, c'est vrai que ça a changé totalement la donne parce que c'est le seul élément sur lequel on peut se baser. Et on est à un point tel, alors c'était déjà le cas avant, mais c'est encore pire aujourd'hui, je trouve. On va décortiquer le communiqué de la Banque centrale américaine ou le communiqué de la BCE et on va aller voir s'il y a un mot qui a changé ou deux mots qui ont changé. Et là, on est vraiment dans de la sémantique pure. C'était un peu le cas avant, mais aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus marquant parce qu'effectivement, on est dépendant aujourd'hui de banques centrales qui ne nous donnent aucune indication. Et donc, pour cela, on va aller chercher, à tort ou à raison, des indications. Bien, merci pour vos réponses, Bernard Cappen. Avec plaisir, merci. Gallois. Merci. Merci de nous avoir écoutés dans le podcast Tracker. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de notre podcast.